dit dans les backstage qu'en fait on enchaîne. Donc du coup, on va continuer donc avec Jean-Loup Fourquet. Et il me semble qu'il manque quelqu'un. Thierry. Thierry ? Oui. Ah, t'es là ? Ouais. Pourquoi tu fais ça en fait ? Tu l'as déjà fait ce matin ? Ah ouais. Mais déjà, t'étais pas là ce matin ? Oui, j'étais pas là, mais enfin, ok. Alors écoute, moi on m'a dit le prochain conférencier il vient après la bière. Quoi ? Il vient après la bière ? Non, il Ouais, vient non, après Marine Auger. Non, après la bière. Il a écrit un blog aprèslabière.fr. C'est quand même un truc de dingue. Et son D'accord. truc à lui, à Jean-Loup, c'est de nous parler de l'importance de notre attention. Comment on redonne de l'attention, comment on reprend l'attention. Je me suis dit que c'était une bonne façon d'avoir votre attention. Pas mal ? Pas mal. Bon bah, Voilà. pas mal alors. Et puis aussi, Ok. refaire le monde autour d'une bonne bière, c'est un peu l'esprit de la fabrique, non ? C'est ce qu'on a fait ce midi, sûrement, on le fera tout à l'heure encore. En tout cas, je vous invite à se retrouver tout à l'heure auprès d'une bonne bière. En attendant, je pense qu'il est temps d'accueillir Jean-Loup Fourquet, donc qui est fondateur et formateur chez Homo Conscientus. Jean-Loup Fourquet. Jean-Loup, à toi. Bonne conférence. Bonjour. En gros, moi, tous les matins, je me réveille de la même manière. J'ai mon smartphone qui vibre, je le prends comme ça, alors des fois je lui en veux forcément, et le premier réflexe que j'ai, alors je sais pas si vous c'est la même chose, mais en tout cas moi c'est comme ça, c'est je regarde les mails. Parce qu'on ne sait jamais qu'entre minuit et 6h30 du matin, il y a eu un mail avec lequel je serais très content de me réveiller. Ouais, c'est probable que ce soit un mail vraiment important qui va me permettre de partir dans la journée du bon pied. Et en fait, ce qui se passe, c'est que suite à cette première percée dans le monde de l'information, le reste de ma journée, ça n'est qu'une farandole d'informations, de réunions, de projets. Je suis sur tous les fronts en même temps. J'ai 10 projets, j'ai les WhatsApp, les conversations sur Slack, la messagerie d'entreprise pour arriver à gérer tous les projets en même temps. Je suis partout en même temps, je fais plein de choses, c'est un peu grisant, je jongle d'une information à l'autre, d'une source d'information à l'autre. Et puis bon, on arrive à la fin de la journée, moi je m'affale sur mon canapé, je suis content de ma journée parce que vraiment, j'ai fait plein de choses, j'ai été productif, je suis un peu fier de moi. Et là, en gros, c'est un peu comme s'il y avait un serveur qui vient me voir comme ça et qui me fait « Oui, alors monsieur, maintenant, pour votre soirée, après cette belle journée de travail, vous prendrez quoi pour votre soirée ?» Et là, en gros, j'ai envie de lui répondre « Écoute, vraiment, je suis claqué. Moi, j'ai envie d'un bon livre, d'une tisane, et à 10h, je dors parce que j'en peux plus. » Parce que toute cette information, moi, ça m'a un petit peu assourdi et j'ai vraiment envie de repos. Et avant même que je lui dise, le serveur, il me regarde, il me fait « Non, je sais ce qu'il vous faut. » Alors, on va vous mettre 3 épisodes de Game of Thrones, des petits débats sans fin sur Facebook et sur Twitter, une petite vidéo d'une chaîne où il y a un mec qui arrive à couper un chêne avec un coton-tige, et franchement, un petit coucher à 2h du matin, un réveil à 7h défoncé, ouais, c'est ce qu'il vous faut, je le sais. Et là, moi, je me vois un peu abasourdi et je fais « Ah ouais, c'est ça, je vais prendre ça ?» Et en fait, quand on réfléchit, moi, je me dis « Mais c'est fou ! Ce truc-là, ça recommence tous les jours. Tous les jours, le serveur n'interviendra plus. Tous les jours, je me retrouve à être happé par cette espèce de vortex de sollicitation, d'information. Et tous les jours, ça recommence. Alors je me dis, en prenant du recul, ouais, mais c'est ça qui me permet de faire plein de choses, plein de projets. Et ça, c'est génial. Et en fait, quand je prends un pas de recul encore en plus, je me dis, ouais, mais en fait, est-ce que la manière dont j'ai fait tous ces projets, est-ce que c'était la manière la plus efficace ? Est-ce que vraiment avoir répondu à toutes ces urgences, c'est pas avoir dépriorisé des choses qui avaient peut-être plus d'importance pour mes projets, pour ma vie perso, pour la vie de mon entreprise ? Et quand on prend du recul, on se demande, mais comment ça se fait que j'arrive à prioriser à ce point l'urgence, la réactivité, le fait d'être partout, aux dépens de choses qui ont peut-être plus d'importance ? Et en fait, je pense que ça, c'est systémique et que ça a une ampleur sans précédent. Je pense aussi que c'est notre intérêt individuel, collectif, d'arriver à reprendre la main sur ça, plus que jamais. Et je pense aussi que ça, on n'arrivera pas à le faire si on a une démarche passive et non proactive par rapport à cette espèce de sursollicitation de notre attention au quotidien.
Alors, premièrement, pourquoi c'est systémique et pourquoi c'est d'une ampleur sans précédent? En fait, il y a un système qui s'appelle l'économie de l'attention et qui part du principe qu'on est dans un monde où en fait l'information elle est surabondante. On est bombardé d'infos en permanence et dans un monde où l'information est aussi abondante, ce qui a de la valeur, ce qui est précieux, c'est pas l'information, c'est ce qui consomme cette information, c'est-à-dire notre attention. Et l'économie de l'attention, elle a quelqu'un qui en a fait la promotion il y a quelques années avec une déclaration aussi vraie que tonitruante, c'est Patrick Lelay, le directeur de TF1 à l'époque en 2004, qui déclarait texto « Ce que nous vendons à Coca-Cola, ce sont des secondes de cerveau humain disponibles ». Alors c'est très cynique, mais c'est très vrai. Et en fait, on s'aperçoit qu'une énorme partie de l'économie actuelle est basée sur cette captation de notre attention. Alors soit le modèle économique, c'est de vendre notre attention directement à des annonceurs, soit dans un monde où l'information est aussi présente, même si on ne vend pas directement notre attention, le fait d'arriver à capter notre attention, ça va nous permettre après de vendre des produits. Alors vous me direz, ça, l'économie de l'attention, ça a toujours été le cas. Ça a toujours été intéressant de capter l'attention du consommateur. Alors qu'est-ce qui fait la différence entre notre époque, 2019, le 21e siècle, et la captation d'attention, par exemple, par le quotidien Le Siècle, qui en 1850 faisait des romans feuilletons où il y avait des feuilletons où étaient publiés les 3 mousquetaires de Dumas, et qui faisait que les lecteurs étaient accrochés au siècle pour avoir le prochain épisode. Qu'est-ce qui fait la différence entre aujourd'hui et il y a un siècle et demi? Pour moi, il y a 3 différences majeures et il faut vraiment s'en rendre compte. La première, c'est la quantité d'informations dont on parle. Ça n'a rien à voir aujourd'hui avec il y a un siècle et demi. En fait, il y a eu des études qui ont été faites et qui montrent que si on numérisait tout ce qui a été créé comme information depuis le début de l'humanité, donc on numérise tout, on numérise la Bible, on numérise les tableaux, on numérise tous les livres, on numérise tout ce qui a été fait, on s'aperçoit que 90% de l'information qui a été créée par l'humanité, 90% aurait été créée les 2 dernières années. C'est à ce point-là qu'on crée de l'info aujourd'hui. Les tendances montrent qu'en 2020, donc l'année prochaine, si on continue la tendance, chaque terrien créera par seconde 1,7 mégaoctets d'informations. Alors 1,7 mégaoctets, pour donner un ordre de grandeur, c'est en gros la moitié d'une chanson MP3. Donc chaque seconde, chaque terrien créera 1,7 mégaoctets de données en moyenne. C'est 25 fois plus que tout le logiciel qui a envoyé les humains sur la Lune. Chaque terrien, chaque seconde, créera 25 fois plus d'informations que tout le logiciel qui a envoyé les humains sur la Lune. C'est à ce point-là qu'on crée de l'info aujourd'hui. Et quand l'info est aussi abondante, ça veut dire que notre attention a une valeur proportionnelle à cette quantité d'infos-là. Donc notre attention, elle est hyper précieuse et les forces et l'argent et le budget qui est alloué à la capter est stratosphérique. On estime par exemple que tout ce qu'ils appellent l'Internet basé sur la publicité aux États-Unis, cet écosystème-là génère en 2015 1121 milliards de dollars aux États-Unis. C'est-à-dire 6% du PIB aux États-Unis est créé par l'écosystème qui a pour source majeure le revenu et la publicité. 1121 milliards de dollars. Alors, de penser que ces forces-là, quand elles sont mises en œuvre, ne vont pas parvenir à capter notre attention, c'est quelque part se mettre le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Quand on a autant d'argent qui est mis au service de capter notre attention, forcément, potentiellement, ça marche. Troisième énorme différence, c'est que la technologie et la technique qui permet de capter notre attention a jamais été aussi poussée grâce aux dernières avancées, notamment en neurosciences, en psychologie. Et en gros, on est aussi capable de résister aux tentations et aux subterfuges qui vont capter notre attention, en gros qu'un kangourou est capable d'éviter un pick-up sur les routes australiennes. Mais il faut bien se rendre compte que ce kangourou, il a été développé pendant des millions d'années d'évolution et que pour lui, il n'est pas, de manière évolutionniste, il n'est pas adapté à détecter et à comprendre ce que c'est que ce parallépipède métallique qui fonce tout droit dans le désert. Et nous, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on n'est pas adapté pour réagir et bien réagir et donner la bonne importance à toutes les perturbations qui nous arrivent dessus toute la journée. Quand j'ai un bruit soudain derrière moi,
L'évolution, elle m'a programmé pour donner à ce bruit-là, derrière moi, soudain, l'importance d'un rugissement d'un lion qui m'a confondu avec son casse-croûte. C'est ça l'importance instinctive que je lui donne et elle n'est pas programmée. Mon cerveau n'est pas programmé pour donner à ce bruit soudain derrière moi l'importance d'une notification de la dernière chaîne YouTube où il y a des gens qui abattent des chaînes avec des cotons-tiges. C'est pas ça. Mon cerveau n'est pas capable de faire ça. Et pour vous rendre compte de ça, je vais juste vous montrer quelques stratagèmes que les applications, toutes les applications, utilisent pour capter notre attention. Il y a cette phrase qui, je trouve, est hyper symbolique du créateur, du CEO de Netflix, qui dit « À la marge, nous sommes en concurrence avec le sommeil. » Et ça fait donc beaucoup de temps. Soit dit en passant, si on pouvait ne pas dormir et regarder des épisodes de Netflix, ça irait bien mieux pour Netflix. Et quand on se rend compte de comment ils ont fait leur série phare qui s'appelle House of Cards. House of Cards, c'est une série qui a eu un succès monstre parce que, en gros, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris une série originale qui s'appelait aussi House of Cards en Grande-Bretagne. Ils ont regardé les données de tous les gens qui étaient fans de cette série et ils se sont rendus compte que les gens qui étaient fans de cette série, ils étaient aussi fans de Kevin Spacey et aussi fans du réalisateur David Fincher. Et ils ont dit, du coup, on va refaire la série aux États-Unis avec Kevin Spacey et David Fincher. Succès garanti, les gens sont addicts, tous les gens qui étaient addicts à la première se sont retrouvés addicts à toutes les autres parce que ça correspondait exactement à leur goût. Et ça, c'est diablement intelligent pour arriver à capter notre attention. Un autre truc aussi, c'est le cerveau humain n'est pas fait pour bien gérer les choses qui sont infinies. Ils ont fait une étude, par exemple, ils ont donné des bols de soupe finis et des bols de soupe qui se rechargeaient au moment où les gens le buvaient, et ils se sont rendus compte que forcément, les bols de soupe où il y avait une recharge, non seulement les gens en buvaient 2 fois plus, mais en plus, les gens sortaient de table en se disant « Ah, je suis frustré, mon bol de soupe, j'ai pas fini, j'ai encore faim. » On est programmé pour pas savoir réagir avec ça. Et du coup, c'est ça qui explique qu'on est désemparé face au fil Facebook, au fil Twitter, au fil Instagram, où en gros, on swipe et ça n'a pas de fin. Et ça nous maintient en frustration et en attention de manière quasi infinie. Un autre trick qui est utilisé souvent, et alors ça, c'est des choses qui sont utilisées sur ces applis-là, mais qui en fait sont utilisées sur toutes les applis qu'on utilise, que ce soit dans le monde de l'entreprise, que ce soit dans le monde perso. C'est une captation de l'attention où en gros, il y a une énorme compétition pour acquérir notre compétition dans quel que soit le domaine de notre vie. Ça, c'est énorme. Moi, j'adore ce principe quand je l'ai découvert. C'est quand vous rechargez votre page, Facebook, Medium, Twitter, toutes ces pages-là où il y a des notifications, en fait, on recharge la page et il y a un tout petit délai avant de voir les notifications apparaître. Et ce petit délai, en fait, on se dit oui, c'est parce que la page, elle lag, voilà, ça arrive après. Et en fait, c'est programmé. C'est programmé pour qu'il y ait le signal, l'attente et après la récompense avec notre notification, ce qui donne exactement la même chose que, en gros, le bandit manchot au casino, où on actionne le bandit manchot et c'est ça qui nous rend addicts. C'est le fait qu'il y ait une attente, une tension qui se crée et une récompense à la fin. Et pareil, pourquoi on utilise le rouge pour les notifications? Parce que le rouge, c'est connu, c'est une couleur qui nous fait réagir et qui nous force, ou en tout cas qui nous induit très fortement à cliquer. De la même manière, essayez un jour de mettre votre téléphone ou votre tablette en noir et blanc. Et quand votre enfant, parce que ça arrive tout le temps, les enfants, ils veulent toujours les tablettes et puis ça les hypnotise. Essayez de voir si l'enfant est toujours aussi hypnotisé quand la tablette, elle est en noir et blanc. Vous allez voir, avec la tablette en noir et blanc, l'enfant, il fait « c'est pas intéressant ». Parce que la couleur nous agite et c'est fait exprès. C'est pour ça que les écrans sont de plus en plus perfectionnés, de plus en plus lumineux, parce que ça va susciter notre attention. Dernier exemple, c'est ces 3 petits points là qui s'affichent, qui nous laissent aussi en attente que si on était là à attendre que quelqu'un prononce des mots pendant 15 minutes, en se disant « Ah, qu'est-ce qu'il va dire ?» Et ça, pareil, ça maintient notre attention. Alors, tout ça pour dire que vraiment, ces forces-là sont mises au service du captage de notre attention. Alors, on pourrait me dire « Oui, moi, je le vis bien, et moi, je suis hyper content pour les gens qui le vivent bien. » Par contre, je pense que ça pose énormément de questions parce qu'il y a quelqu'un qui a écrit un bouquin qui s'appelle Deep Work, je vous le conseille, et en gros qui dit et qui fait une démonstration très intéressante. Il dit très simplement, on est dans un monde où c'est de plus en plus difficile, comme on vient de le voir, de se concentrer. Il y a des perturbations dans tous les sens, c'est très très dur de maintenir son attention. En plus, du coup, on est de moins en moins entraîné à avoir de l'attention.
On est de moins en moins capable, à environnement constant, de se concentrer. Et pourtant, dans le monde de demain, il y a un enjeu extrême à ce qu'on arrive vraiment à se concentrer. Parce que dans le monde de demain, si on pense que la valeur ajoutée qu'on va vraiment créer, c'est en étant distrait et en jonglant et en passant d'un sujet à l'autre, mais je pense que pareil, on se fourvoie parce que si demain la seule valeur ajoutée qu'on apporte, c'est envoyer des mails un peu structurés et jongler avec des Excel et jongler avec de l'information, honnêtement, les algorithmes et l'intelligence artificielle vont très très vite, pas forcément nous remplacer, mais rendre notre valeur ajoutée assez obsolète. Donc en fait, dans le monde d'aujourd'hui, c'est encore plus important qu'hier d'arriver à se concentrer et à faire un vrai travail de profondeur. Pour ces raisons, et aussi tout simplement, parce que si on veut résoudre, je pense, les enjeux sociétaux de demain, qui sont énormes, transition énergétique, changement climatique, crise de gouvernance, tout ce qu'on veut, ben je pense qu'on n'y arrivera pas si à un moment on n'est pas capable de se concentrer très très fort. Et dernière raison pour laquelle je pense qu'il faudrait qu'on se concentre sur le travail en profondeur et qu'on arrive à se concentrer, c'est qu'en fait, il y a plein d'études qui prouvent que c'est le travail en profondeur, c'est l'état qu'ils appellent l'état de flow, en anglais, qui nous procure une sensation intense de bonheur, d'épanouissement et de sens. C'est-à-dire quand on jongle d'un projet à l'autre, d'une information à l'autre, on est tout le temps dans l'attente de la suite et on n'est jamais dans un état émotionnel épanoui et à fond immergé dans sa tâche. Et ça nous rend quelque part plus malheureux ou plus en tension que le fait d'être dans un état de concentration maximale. Et moi, je pense que c'est pour toutes ces raisons qu'il faut qu'on fasse vraiment des choses et qu'on soit proactif pour regagner la souveraineté du truc le plus précieux qu'on ait sur Terre, c'est-à-dire notre temps. Et je pense que la première chose à faire, c'est vraiment se rendre compte qu'il y a une guerre qui est faite pour capter notre attention et se rendre compte que le meilleur moyen de perdre une guerre, c'est de ne pas savoir qu'on est en guerre. Donc moi, je pense que la première chose qu'on a à faire pour regagner la souveraineté de notre attention et pour pouvoir apporter l'énergie qu'on veut vraiment apporter aux projets qui nous tiennent à cœur, de la manière qu'on trouve pertinente, c'est clairement de résister. Je pense qu'il faut résister, je pense qu'il faut avoir une démarche proactive de lutte pour arriver à récupérer cette attention qui, avec ou sans notre consentement, est quelque part subtilisée. Et dans cette guerre, moi je l'amène très très durement parce que je suis la personne que je connais qui est la plus distraite. C'est pour ça aussi que je pense que ce sujet me touche autant. Et il y a deux fronts. Cette guerre, elle a un front individuel. Déjà, c'est récupérer son temps à soi. Parce que moi, j'ai qu'une vie et je veux utiliser mon temps de la meilleure des manières pour mon projet, pour mon entreprise, pour ma vie perso. Je veux utiliser mon temps comme vraiment je veux l'utiliser et pas comme on m'incite à l'utiliser. La première manière individuelle de faire ça, pour moi, c'est aux grands mots, les grands moyens. On me dit souvent, oui, t'es trop radical, t'as un discours hyper radical par rapport à telle appli. Moi, je suis pas d'accord. Ce qui est radical, c'est de vérifier son téléphone 300 fois par jour. Ce qui est radical, c'est répondre à 100 mails par jour et pas être capable de se concentrer 15 minutes sur le projet qui me tient à cœur et qui va faire potentiellement décoller mon projet. Ce qui est radical, c'est de répondre à 200 SMS par jour et pas être capable d'appeler ses parents ou les gens qu'on aime. Ça, c'est radical. Et face à cette radicalité-là, moi, j'ai aucun souci à être radical en retour. Et radical en retour, ça veut dire que moi, par exemple, j'ai des applis qui me bloquent certains sites, certaines applications, même des applications comme les mails, pour arriver à me concentrer férocement sur la tâche qui me tient à cœur et faire en sorte que mon environnement favorise la concentration. Et je pense que j'ai aucun scrupule à sculpter mon environnement pour arriver à me déconnecter et à me concentrer. Deuxième moyen individuel pour moi, c'est s'entraîner pour avancer dans le sens où je pense que même s'il faut façonner son contexte pour arriver à se concentrer, je pense qu'il faut aussi arriver à faire évoluer sa capacité à se concentrer. La concentration, c'est un muscle et je pense vraiment qu'on peut le développer. Et pour ça, il y a plein d'activités, chacun prendra la sienne, mais toutes les activités sont bonnes à partir du moment où on met l'intention de se concentrer dedans. Par exemple, je pense qu'on peut jouer au Go, on peut jouer aux échecs, on peut lire un livre et se concentrer férocement en se disant pendant une demi-heure, je vais faire telle activité et rien d'autre. Et mon but, c'est arriver à développer cette concentration. Et la troisième chose, je pense qu'il est stratégique de bosser individuellement pour récupérer la souveraineté de son temps, c'est les habitudes. Parce que les habitudes, c'est rien d'autre que faire le bon choix par défaut.
Barack Obama, il avait ce truc hyper intelligent où il avait dit, moi, pendant ma présidence, je vais mettre que des costumes bleus parce que je ne veux pas avoir à faire ce choix-là à chaque fois. Le costume bleu, c'est le bon costume. Je garde mon énergie pour d'autres choix où ça va nécessiter mon intelligence. Et pareil pour la concentration, je pense que la concentration, pour moi, c'est un bon choix. Et je ne veux pas avoir à faire volontairement, en me prenant et en consommant de l'énergie, le choix de la concentration au quotidien. Je veux que la concentration, le travail en profondeur, la déconnexion deviennent une habitude. Alors ça, c'est individuellement, très bien. Mais après, je pense que sociétalement, il faut faire des choses. Parce que c'est systémique. Et je pense que c'est un enjeu pour la société qu'on arrive à remettre le long terme sur le devant de la scène. Et donc pour ça, je pense que oui, il faut aussi agir collectivement. Il faut qu'on ait une implication citoyenne où on milite pour cette concentration et cette non-réactivité permanente. Sur ça, je peux vous donner une source ou deux sources. Vous allez voir un site qui s'appelle Human Tech, qui est créé par un ancien de Google et qui essaie de remettre différentes métriques pour que, au lieu de survaloriser le court terme et les récompenses à court terme, on valorise aussi d'autres formes de métriques dans les applications telles que Facebook, telles que YouTube, etc., etc. Et je pense que là, il y a vraiment un combat sociétal à mener pour arriver vraiment à remettre le long terme au devant de la scène dans l'économie de l'attention. En gros, à arriver à faire en sorte que la technologie soit au service d'un projet long terme plutôt que de la captation de notre attention à court terme. Et en gros, moi je pense que vraiment, ce combat-là, cette lutte-là, elle est hyper importante pour qu'on regagne la souveraineté de ce temps qui nous est si précieux et pour qu'on arrive enfin à être une espèce plus développée que l'Homo sapiens, qu'on passe de l'Homo sapiens à l'Homo conscientus. Et l'Homo conscientus, ça serait une espèce qui est capable de sacrifier du court terme et des récompenses à court terme pour un avenir, un futur souhaitable, collectif à long terme. Et je pense qu'on a besoin de faire ça pour un futur collectif à long terme, parce que, premièrement, si on n'est pas capable de mettre les enjeux à long terme plus importants et prioritaires par rapport aux enjeux à court terme, je pense qu'on n'aura aucune chance en tant qu'espèce de résoudre les enjeux qui sont à long terme, tels les enjeux climatiques, les enjeux énergétiques, les enjeux sociaux. Donc on a vraiment besoin, sociétalement, pour le bien-être de la société, d'arriver à replacer le long terme en haut du podium. Et deuxièmement, tout simplement, je pense qu'on a un enjeu individuel à le faire, parce que de remettre et de regagner le pouvoir sur notre attention et là où on met notre attention, c'est aussi la meilleure manière de profiter au maximum de cette chance complètement incroyable qu'on a d'être sur ce vaisseau sphérique qui navigue dans l'espace, qui est la Terre. Et cette chance infinie qu'on a d'être là, sur ce vaisseau-là, la meilleure manière d'en profiter, c'est effectivement d'être souverain sur ce qu'on fait de notre temps et de notre attention. Merci infiniment de votre attention. Merci Jean-Loup. Superbe conférence, beaucoup d'engagement. Reste avec nous. Pendant que le petit code de connexion sur Klaxoon s'affiche pour que vous nous partagiez vos ressentis, vos impressions. On était ici maintenant. En tout cas, toi, tu étais ici et maintenant dans la connexion avec le public, dans l'attention. J'ai essayé. Du coup, je suis sûr que tu n'as pas fait attention à ce qui était derrière. Ah non, absolument pas. Eh ben, jette-y un coup d'œil. Est-ce qu'il y a un truc qui chope ton attention ? Pas spécialement. Je suis intrigué par si tu vois tout en gris déplacer l'éléphant, j'ai envie de déplacer l'éléphant. Eh ben ouais, moi quand je t'écoutais en même temps, j'avais ça sous les yeux. Ouais. Et je me suis dit, c'est aussi une histoire d'attention ce truc-là. Tu vois tout en gris, tu portes l'attention sur ce qui est en gris, pousse l'éléphant et tu vas pouvoir porter ton attention sur autre chose et magnifier cette autre chose, lui faire une place que forcément tu n'avais pas naturellement accordée au départ. Je suis d'accord, c'est reprendre du pouvoir quelque part. Hein. Ouais, ça me parlait de ça aussi. Et qu'est-ce qui se passe là ? Qu'est-ce qui se passe ? Eh ben ça c'est ce que le public a retenu de tes propos. Okay. Époustoufliant, non flifiant. Oula, rien que ça. Oh carrément, captivant. Dynamique. Dynamique, ouais, je suis d'accord, je suis assez dynamique. Ouais. Revigorant, merci. Ouais, ça je pense qu'on peut l'accorder sans souci. Se reprendre en main, top présence. Ça t'évoque quoi ? C'est cool. C'est cool. C'est ça que tu voulais passer comme... captivant, ça veut dire que j'ai réussi à capter l'attention, ça c'est bien. Ça me semble pas mal. Ça c'est très bien, ouais. On remercie beaucoup Jean-Loup, bravo encore.
Merci, merci. Merci à toi.